Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, bienvenue à cette soirée musicale conférence suivie d'une projection sur la première femme chef d'orchestre, Antonia. Donc nous avons le plaisir de recevoir Zaya Ziwani ce soir, que vous écouterez tout à l'heure. Donc je vous fais un petit récapitulatif du projet. Donc en fait, cette conférence et cette projection s'inscrit dans un projet qui unit tous les conservatoires de Grand Paris Sud sur Elles font de la musique. Donc c'est musique et femmes. Donc nous mettons toute l'année en valeur des femmes compositrices, des femmes chefs d'orchestre, des artistes féminines, danseuses, chanteuses, voilà. Donc ce soir est un petit point d'orgue sur les femmes chefs d'orchestre. Donc je vous laisserai apprécier tout à l'heure la conférence de Zaya. Donc vous allez pouvoir entendre en première partie l'orchestre du premier cycle du conservatoire de Moissy-Cramayel et Cesson-Vers-Saint-Denis, qui est ici installé derrière moi. On peut les encourager. Et dans un deuxième temps, l'orchestre à l'école du Collège des Maillettes de Moissy-Cramayel, qui travaille avec les professeurs du conservatoire et Monsieur Le Maçon, qui sont ici présents aussi. On peut les applaudir, ils sont en coulisses. Donc je ferai quelques remerciements après. Je laisse la parole à Monsieur René Rétoré, élu en charge de la culture de Grand Paris Sud. Bien, bonsoir à tous et merci de votre venue nombreuse et puis merci à Madame Ziwani d'être présente. C'est un honneur pour nous. Je suis élu effectivement de Grand Paris Sud en charge de la culture depuis de très nombreuses années et donc on est particulièrement honoré de votre présence parce que vous êtes ici à Moissy-Cramayel, vous êtes ici en Grande Couronne, dans un territoire qui présente des similitudes avec un territoire que vous connaissez aussi au nord de l'Île-de-France, et dans lequel, eh bien, depuis, avec Madame Magne qui va nous rejoindre, Lynn Magne, le maire de Moissy-Cramayel, nous travaillons beaucoup pour faire en sorte que, eh bien, petit à petit, la musique classique puisse être mieux connue, puisse être mieux partagée, puisse être mieux joué, puisse être mieux aimé et susciter des émotions. Et donc, je dirais très simplement que depuis de très nombreuses années où nous travaillons dans nos quartiers, que ce soit en Seine-et-Marne, mais aussi en Essonne, puisque vous savez que maintenant, Grand Paris Sud, c'est 23 communes, de Grigny à Vers-Saint-Denis, en passant par Moissy, eh bien, les obstacles sont nombreux. Mais l'envie, elle est commune. Et je dirais très simplement, mais je crois que Lynn le dira aussi tout à l'heure, Madame Magne, c'est qu'on a le sentiment que progressivement, grâce au concours de tous, grâce aux parents, grâce aux enfants, eh bien, on avance doucement. Et avec ma petite expérience, on a commencé par des conservatoires municipaux, un peu comme Astin, et puis ensuite on s'est fédéré pour faire en sorte que ces conservatoires, comme il vient d'être dit, puissent porter des projets communs, des projets transversaux, pour mieux faire connaître précisément la place des femmes dans le répertoire. Et puis aussi, ensuite, eh bien, on a essayé de sortir, comme vous le faites, les orchestres, toute la musique de nos conservatoires, pour faire en sorte que ça puisse aussi être joué en dehors des conservatoires. Et puis, on est aussi, depuis près de 5 ans, associé au projet Demos dans toutes nos villes. C'est le deuxième, ça fait 5 ans que nous travaillons avec la Philharmonie sur le projet Demos. Et effectivement, ce sont de belles aventures. Nous travaillons aussi avec les concerts de poche, qui aussi ouvrent la musique classique sur l'ensemble des territoires, avec les écoles, avec les collèges, l'orchestre à l'école. Et donc je crois que tout cela, c'est finalement ce qui, finalement, en tant qu'élu, nous réjouit le plus, parce que le public répond, parce que les enfants répondent, parce que les professeurs sont aussi là. Et donc ça, c'est important. Mais je voudrais simplement vous dire que moi, en tant que citoyen, ce qui m'émeut le plus, eh bien,
c'est l'émotion partagée par les enfants, c'est leur regard. Et puis, c'est la fierté des parents. Et c'est ça, c'est un encouragement pour nous, pour finalement savoir, mais ça, Zaya nous le dira tout à l'heure, comment chacun peut aller au bout de ses rêves. Alors, en attendant cela, eh bien, on peut peut-être écouter, effectivement, tous ces jeunes qui sont pleins de talent, pleins d'espoir, et qui sont l'avenir de la musique. Donc, je vais juste faire quelques remerciements et vous expliquer un tout petit peu le déroulé de la soirée. Et après, bien sûr, on entend la musique. Donc, merci à la ville de Moissy-Cramayel, Madame Magne qui nous rejoindra bientôt, je pense. Merci à Grand Paris Sud pour l'organisation. Merci à l'Orchestre Divertimento, à toute l'équipe aussi qui a organisé cette soirée avec nous. Un grand merci à la direction de la culture de Grand Paris Sud, de Moissy-Cramayel, tout le personnel du réseau des conservatoires. Un grand merci à l'équipe de la Rotonde, sans qui c'est pas réalisable non plus. Donc Isabelle, Quentin la technique, toute l'équipe technique. Un grand merci au Collège des Maillettes, Monsieur Didier Turbat qui est ici présent, qui soutient toujours cet orchestre. Un grand merci à l'équipe pédagogique du Conservatoire de Moissy-Cramayel et de Cesson-Versailles, mes assistantes bien sûr Gaëlle et Angela, et bien entendu à tous les parents d'élèves qui nous sont fidèles toujours et qui soutiennent toutes nos actions. Donc un grand merci à vous, merci d'être là. Voilà, un merci à tous ceux que j'ai oubliés, et bien entendu un immense merci à Zaya d'être venue partager son expérience avec nous. Donc j'ai toujours l'habitude de faire une petite dédicace ce soir, donc une dédicace à toutes les femmes et les hommes de l'ombre qui font avancer les inégalités dans notre société. Je vous souhaite une belle soirée. Et juste après la conférence, il faudra tous ressortir pour partager un petit bout avec les food trucks qui ont été installés. Et après, on rentrera pour voir le film. Merci à tous et bon moment musical et belle conférence.
Bonjour, nous sommes la classe de orchestre de 3e 5. Ce soir, nous allons vous présenter 2 morceaux, 1492 de le compositeur évangéliste du film 1492 Christophe Colomb, puis Game of Thrones, extrait de la série du même nom, composé par Ramin Djawadi. Nous sommes en classe orchestre depuis 3 ans. Nous travaillons en collaboration avec les professeurs du conservatoire de Moissy-Cramayel. Monsieur Boiseau, professeur de flûte traversière, Monsieur Bréau, professeur de batterie, Monsieur Marie, professeur de saxophone, Madame Isobé, professeur de clarinette, ainsi que Monsieur Hugues, professeur bénévole de tuba. Ils sont présents tous les mercredis matins au collège pendant le temps scolaire de 10h à midi. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour les remercier, ainsi que Monsieur Lemasson qui nous accompagne depuis toutes ces années. Place à la musique.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à la Rotonde. Enfin, après que mon cher collègue René Rétoré, vice-président de l'agglomération Grand Paris Sud, ait eu donc l'occasion de le faire. Mais en tout cas, donc, je me répète, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en compagnie de Madame Baya Ziouani, pardon, Zaya Ziouani, pardon. Voilà. Bon, je suis en effet très contente et à double titre parce que c'est un peu la fête de la musique classique grâce à vous, Madame. Et je tiens à remercier, comme ça a été fait tout à l'heure par les jeunes élèves de l'orchestre, les professeurs qui s'impliquent donc autant auprès de nos jeunes de Moissy qui ont cette appétence pour la musique. Et puis, je tiens également à remercier le réseau donc, des conservatoires de musique de Grand Paris Sud qui impulse toute cette dynamique. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, ce réseau, ces professeurs du conservatoire qui interviennent aussi au collège et donc des enfants du collège qui n'auraient pas imaginé un jour tenir donc, un instrument de musique donc, entre leurs mains, qui aujourd'hui sont complètement enthousiastes. Tout ça, c'est merveilleux, c'est vraiment encourageant et à encourager. Donc, c'est pour moi vraiment une grande satisfaction en tant que mère de constater donc, toute cette énergie et tous ces résultats. Et puis, j'ai envie de dire, Madame la chef d'orchestre, c'est aussi pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce soir, car nous ne sommes pas si loin du 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et à Moissy-Cramayel, nous attachons une importance particulière à la lutte des femmes pour conquérir des droits égaux à ceux des hommes. Donc chaque année, nous nous arrêtons sur cette journée du 8 mars et puis au-delà, donc sur la semaine qui va avec, et nous développons un certain nombre d'actions pour lutter contre les préjugés sexistes, les images que nous avons des hommes et des femmes. Voilà, des images préconçues que nous avons donc du rôle des hommes et des femmes. Et Madame, c'est un tel bonheur pour moi de vous accueillir. J'aurais jamais rêvé, voilà, osé rêver qu'un jour je rencontrerai une femme chef d'orchestre. Voilà, parce que j'ai tellement entendu dans mon enfance, dans ma jeunesse et même après, mais il n'y avait pas de femme chef d'orchestre. Et c'est bien la preuve qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et voilà, vous êtes là ce soir et vous incarnez pour moi cette lutte contre les préjugés, cette extraordinaire capacité des femmes à faire aussi bien que les hommes. Et évidemment, voilà, cette lutte pour nos droits que nous devons continuer à mener et que des femmes doivent incarner, il est vrai. Et chef d'orchestre, c'est rare, Madame. Enfin, je le crois en tout cas. Et permettez-moi de vous féliciter pour votre parcours et votre réussite. Je sais aussi que vous rayonnez sur vos élèves, sur voilà, les collaborateurs qui vous entourent, parce que la musique vous habite, bien évidemment. Mais je pense aussi quelque part cette volonté de faire avancer la cause des femmes, tout comme moi-même j'essaye de la porter. Voilà, mesdames, messieurs, je n'en dirai pas plus. Je vais vous donner la parole en vous remerciant infiniment à nouveau. Merci beaucoup à Madame le maire de vos mots, de votre accueil. Alors, j'avais envisagé de faire les remerciements à la fin, mais je vais commencer par ça. En fait, c'est comme dans l'orchestre. En fait, dans un orchestre symphonique, il faut plusieurs familles d'instruments, plusieurs instruments qui sont très complémentaires les uns avec les autres. C'est toutes ces forces-là qui permettent de pouvoir créer une œuvre, une belle unité, un collectif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs forces qui se sont associées pour cette belle journée musicale. Donc voilà, je voulais remercier évidemment Madame le maire, toutes les équipes de la Rotonde également, de l'agglomération Grand Paris Sud, des conservatoires. Un grand merci à Madame Léveillé que j'ai rencontrée récemment et voilà, c'était une très belle rencontre. Et justement, on a imaginé comment on pouvait illustrer cette belle journée, puis aussi toutes ces actions-là. C'est vrai que je suis très attachée et je vous en dirai quelques mots là dans quelques instants avec cette conférence sur la transmission. Donc voilà,
aujourd'hui, c'est une très belle journée où il y a la place à la musique, à la transmission, à plein de belles valeurs. Donc, un grand merci aussi aux équipes de l'Orchestre Divertimento et toutes celles qui ont permis la réalisation de cette belle soirée. Et puis voilà, je suis ravie de partager ce beau moment à vos côtés. Donc, un grand merci de votre invitation. Merci. Oui, d'accord, merci. Ouais, merci. C'est gentil. Vous échangez un peu avec la salle? Je vais d'abord commencer et puis on fera les échanges à la fin. Très bien, voilà. entendu. Merci. Alors moi je vais vous retrouver dans la salle. Ok, super, merci. Je vous en prie. Et donc, alors je sais que j'ai eu l'occasion de faire déjà une petite rencontre avec les élèves qui se sont produits tout à l'heure et d'ailleurs que je tiens à féliciter. C'était un très bon moment de musique. Et voilà, donc en fait, je m'appelle Zaya Ziouani, je suis chef d'orchestre. Et donc, je voulais un petit peu vous raconter mon parcours, mais surtout aussi comment aujourd'hui j'exerce mon métier de chef d'orchestre. Parce que c'est vrai que parfois, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est un chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait. On l'imagine voilà, en train d'agiter les bras devant un orchestre, mais sans trop savoir et sans trop comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous et puis de vous expliquer quel chef d'orchestre je suis devenue aujourd'hui et que j'ai rêvé devenir quand j'étais un petit peu plus jeune. Alors peut-être je vais commencer par le début de mon parcours parce que, en effet, mon parcours personnel m'a beaucoup aidé à savoir quel chef d'orchestre j'avais envie de devenir. Et donc, moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient très mélomanes, mais pas du tout musiciens. Et donc, j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Fetouma, qui est violoncelliste et qui travaille beaucoup à mes côtés encore aujourd'hui, et un frère un petit peu plus jeune que moi. Et c'est vrai que quand mes parents ne savaient pas nager et puis étaient très mélomanes, mais pas du tout musiciens, donc quand on était petits, ils tenaient absolument à ce qu'on ait une pratique sportive et une pratique artistique. Donc, on faisait de la natation et de la musique. Et quand, justement, avant justement d'aller faire de la musique, on en écoutait beaucoup à la maison et ma mère a décidé d'aller nous inscrire au conservatoire à Pantin, dans la ville où j'ai grandi. Et quand elle est arrivée pour nous inscrire, on lui a dit écoutez, il ne reste plus qu'une place. Et donc ma mère n'a pas voulu choisir entre ma sœur ou moi, et donc du coup elle y a inscrit notre petit frère. Voilà. Donc en fait ma première rencontre avec la musique, ça a été quelque part cette impossibilité de pouvoir commencer un cours. Et donc déjà, je me suis dit, je ne comprenais pas pourquoi. Et en même temps, ma mère, qui était très investie dans notre éducation, dans notre parcours, en fait, elle assistait au cours de mon frère, elle prenait des notes. Et quand elle revenait à la maison, elle nous a appris, à ma sœur et à moi, nos premières connaissance de la musique, et puis ce qui nous a permis, quelques mois après le début de l'année scolaire, de pouvoir intégrer le conservatoire, parce que voilà, il y a eu des places qui se sont libérées, et c'est ce qui nous a permis de pouvoir intégrer en cours d'année les cours de musique. Alors, ce pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est vrai que du coup j'ai eu la chance moi de grandir dans ma famille où il y avait beaucoup d'éveil à la culture, aux arts, même si on a grandi dans un quartier populaire de la Seine-Saint-Denis. Voilà, ma mère, elle était mère au foyer, elle s'est beaucoup occupée de notre éducation. Mon père était dans la restauration, il travaillait de nuit. Donc voilà, on a vécu plutôt dans un milieu modeste, mais en même temps voilà, assez ouvert sur la culture. On allait beaucoup visiter des châteaux, des musées, on allait aux concerts. Et ça a été vraiment une grande richesse. Et donc, j'ai toujours écouté beaucoup de musique à la maison. Et voilà. Donc, j'ai commencé par la guitare classique parce que c'est un instrument que j'aimais beaucoup, mais sans savoir que cet instrument ne me permettrait pas forcément de pouvoir jouer certains répertoires. Alors, tout à l'heure, on a pu entendre un ensemble instrumental avec beaucoup d'instruments différents. Et c'est super. Et c'est ça, la musique. Ça nous offre l'opportunité de faire de la musique avec plein d'instruments différents. Mais c'est vrai que parfois, quand on avance un petit peu dans les âges et dans les niveaux, dès qu'on veut commencer à aborder d'autres répertoires, comme les symphonies de Mozart, de Beethoven, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de guitare. Alors c'est vrai qu'après avoir quelques années de musique, après avoir commencé par la guitare et continué à pratiquer cet instrument que j'aimais beaucoup, j'ai choisi un deuxième instrument qui est l'alto. Et c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose de très important de faire cet instrument parce que ça m'a permis d'intégrer un orchestre, de l'intégrer vraiment en son cœur parce que quand vous êtes altiste, vous êtes
au milieu de l'orchestre. Alors si vous étiez un grand orchestre symphonique, les altistes, ce serait à peu près au niveau de Madame le maire, à peu près ici. Et donc on est à la fois entre les sons aigus, les sons graves, juste devant les instruments avant, et puis aussi on est surtout juste devant le chef d'orchestre. Et le fait de voir le chef d'orchestre de face, et puis surtout du coup de l'entendre nous donner des indications musicales, de le voir fédérer tout un orchestre, ça m'a tout de suite fascinée. Et donc j'ai commencé à essayer de mieux comprendre ce qui se passait autour de moi. Alors j'ai pas eu tout de suite ce déclic de me dire tiens, j'ai envie de devenir chef d'orchestre, parce que en fait ça me paraissait tellement improbable. Je voyais pas de femme, donc j'avais beaucoup de mal à me projeter, de me dire tiens, c'est peut-être un métier que je pourrais faire. Malgré tout, j'ai commencé à emprunter des conducteurs d'orchestre. Alors vous savez, les conducteurs, ce sont les partitions qu'a le chef d'orchestre. Dans un orchestre, chaque musicien a la partition de l'instrument qu'il joue, et il y a une personne qui a les partitions de tout le monde, et on appelle ça le conducteur d'orchestre, où c'est classé par famille d'instruments, du plus aigu au plus grave. Et donc j'ai commencé à emprunter, le premier conducteur d'orchestre que j'ai emprunté, c'était les symphonies de Mozart, les dernières symphonies de Mozart, 35, 38, 39, 40, et justement je les écoutais beaucoup à la maison, et donc j'ai commencé le soir à ouvrir ces partitions, puis à essayer de déchiffrer un petit peu ce qui se passait, et surtout de voir ce que jouaient les autres instruments. Et puis j'empruntais aussi les conducteurs des œuvres qu'on apprenait à l'orchestre, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec cet univers-là. Et donc forcément, quand vous commencez à vous familiariser avec les partitions, les instruments, j'ai commencé aussi à écouter un petit peu des versions différentes, et puis toujours avec mes parents, mon père surtout, qui adorait la musique, et donc parfois on regardait des documentaires à la télévision, on écoutait à la radio beaucoup également, et donc j'ai commencé à entendre des versions différentes de chefs d'orchestre, et justement dans les documentaires que je voyais, je voyais des grandes figures de la direction d'orchestre, et il y en avait deux particulièrement qui m'ont inspiré. Un qui s'appelle Sergiu Celibidache, un grand chef d'orchestre roumain, parce que j'aimais beaucoup sa personnalité, son parcours de vie aussi, sa vision de la musique, et aussi Leonard Bernstein, parce que je le voyais aussi très investi dans la transmission, lui aussi avec des origines d'Europe de l'Est, qui a grandi aux États-Unis, donc c'est vrai que ça résonnait un petit peu par rapport à mon parcours personnel également. Donc voilà, donc c'est deux chefs d'orchestre que j'aimais beaucoup. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer à Paris Sergiu Celibidache, ce grand chef d'orchestre, et donc j'allais assister à des masterclass publiques. Et puis le fait d'être assidu à ces masterclass, un jour on m'a proposé d'approcher son entourage et puis d'assister à des cours donc dans un cercle un peu plus restreint. Et puis à un moment donné, on m'a dit tiens, Zaya, on va te faire rencontrer le maître, parce que son assistant m'avait demandé un jour de tenter de diriger l'orchestre. Moi, j'avais pas d'expérience de chef d'orchestre. Et puis quelques jours après, je me suis retrouvée devant le maître, le maestro Sergiu Celibidache. Et donc, il nous avait demandé de préparer la 9e symphonie de Bruckner. Alors autant vous dire que c'est une œuvre très imposante, très difficile, que souvent les chefs d'orchestre dirigent quand ils sont déjà dans une certaine maturité musicale. Donc moi je savais qu'en plus Celibidache qui demandait à ses élèves d'apprendre par cœur les partitions, donc je commence à ouvrir la partition, j'ai essayé d'apprendre, et j'étais un petit peu comme à l'école, je me disais pourvu qu'il m'interroge sur le début, parce que j'avais, à part les premières mesures que j'arrivais à peu près à comprendre, je me voyais mal diriger la suite, parce que c'était beaucoup trop complexe comme discours musical. En tout cas, voilà, je me suis retrouvée à ce premier cours, et puis voilà, il nous faisait faire des exercices de gestique, et il nous a demandé à chacun son tour de commencer à diriger les premières mesures de la 9e symphonie de Bruckner. Et voilà, il m'a dit, mais d'un seul coup, il s'est aperçu que j'étais là, parce que j'avais 16 ans, j'étais toute jeune. Il me dit, mais qui t'a appris à diriger comme ça, de façon assez imposante et vive? Et donc, je me suis un petit peu retrouvée très intimidée. Et donc, je lui ai dit, mais j'ai un peu bégayé quelque chose. Il y a quelqu'un de son assistant qui lui a dit, maître, personne, Zaya, elle commence. Et c'est là qu'il me dit, mais écoute, Zaya, tu as vraiment un grand potentiel, mais tu sais, souvent les femmes manquent de persévérance. Et d'ailleurs, je te préviens, elles n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe. Alors, il faut se dire que c'est dans une autre époque, dans un moment où lui, il avait déjà 85 ans, dans ce métier, dans cet univers de la direction d'orchestre, où pendant très longtemps, il faut avoir ça en tête aussi, que les orchestres n'étaient constitués pendant très longtemps que par des hommes, il y a 30 ans de cela, donc c'était
il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des orchestres en Europe où les femmes étaient interdites. Donc il faut l'avoir en tête aussi. Donc forcément, ça met du temps de voir des femmes arriver à des postes importants dans l'orchestre, et qui plus est, au poste de chef d'orchestre, qui est le poste forcément qui représente l'autorité. Et c'est pour ça qu'on a vu peu de femmes chefs d'orchestre, on en voit encore peu aujourd'hui, et que ça prend du temps, parce que ça prend du temps de former un chef d'orchestre, mais aussi de faire évoluer les mentalités, et je vous en parlerai un petit peu après. Et donc du coup, forcément, alors c'était quelqu'un qui a été très bienveillant à mon égard, très exigeant aussi, mais c'était aussi ces remarques-là pour m'alerter du chemin difficile que j'allais entreprendre. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai intégré sa classe et j'ai suivi pendant plus d'un an, presque 18 mois, ses cours qui ont été très intenses, très riches. Ça a été une expérience très forte, et malheureusement ça s'est interrompu parce qu'il était déjà très âgé, donc il est décédé à ce moment-là, et je me suis retrouvée à 18-19 ans avec cette envie, cette énergie, cette belle expérience que j'avais eue, et en même temps à me dire j'avais souvent exprimé le fait quand j'étais un petit peu plus jeune, de dire quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. On m'avait dit, Zaya, c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes, concentre-toi sur tes études d'instruments. Et puis, même si j'avais eu cette rencontre-là avec Sergiu Celibidache, ça me rassurait pas plus que ça, parce que je commençais à analyser un petit peu le milieu musical et je voyais pas de jeunes chefs d'orchestre, pas de femmes. Et donc c'est très difficile quand on est jeune, et que moi, ayant grandi en Seine-Saint-Denis, dans un territoire avec des réalités difficiles, malgré tout avec beaucoup de richesse, puisque voilà, c'est un territoire aussi qui m'a permis de pouvoir apprendre la musique et de l'apprendre avec beaucoup de richesse et d'exigence. Et je me suis retrouvée à 18 ans en me posant plein de questions, en voyant que dans la vie, il y avait aussi des inégalités par rapport à là d'où on vient, par rapport au fait aussi d'être une femme dans certains milieux. Et donc, comme je ne voyais pas de femme chef d'orchestre, j'avais beaucoup de mal à me projeter. Alors, c'est vrai que dans ma famille, ma mère, ma grand-mère aussi, surtout, qui a été résistante pendant la guerre d'Algérie, je les voyais très combatives. Et j'ai vu ma grand-mère qui n'a jamais voulu qu'on décide à sa place, ma mère aussi. Donc c'est vrai que elles m'ont servi de modèle, pas forcément dans la musique, mais en me disant, voilà, dans la vie, pardon, il faut se battre pour ce qu'on veut. Et donc je me suis dit, si je veux devenir chef d'orchestre, je vais montrer que c'est possible, et je vais me battre pour ça. Alors, je n'avais pas forcément une vision très claire de comment j'allais le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je savais que si je voulais être chef d'orchestre, il fallait que moi-même, je me crée les opportunités pour diriger. Alors, il s'avère que l'été qui a suivi cette riche année de cours avec Sergiu Celibidache, j'ai été invitée à diriger dans un festival international en Pologne. Et dans ce grand festival international, il y avait des orchestres qui venaient de partout en Europe avec des programmateurs. Et il s'avère qu'il y avait un concours où ils révélaient un jeune chef d'orchestre, un jeune soliste et un jeune compositeur. Et il s'avère que donc, du coup, j'ai gagné ce concours où j'ai été révélé jeune chef d'orchestre, qui m'a permis de faire beaucoup de concerts cet été-là. Et c'était un moment où je m'interrogeais de savoir est-ce que j'allais vraiment continuer dans cette voie-là. Et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était ça que j'avais envie de faire. Alors, je me suis dit, tiens, Zaya, si tu veux créer tes propres conditions pour être chef d'orchestre, il faut créer son propre orchestre, parce que je ne voyais pas comment ce serait possible de faire autrement. Alors cette idée-là, je l'avais un petit peu au fond de ma tête, mais en même temps, créer un orchestre, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et donc, en rentrant de ce grand festival où j'avais dirigé et j'avais eu cette belle expérience, on m'a nommée à la direction des orchestres d'un conservatoire parisien et à la ville de Stein, et j'ai commencé déjà à enseigner l'orchestre dans ces conservatoires-là. Et puis, quelques mois ont suivi, et puis j'ai commencé à avoir aussi des invitations de ces directeurs de festivals qui m'avaient vu l'été, et en me disant, Zaya, on vous invite à venir diriger à notre festival, mais il fallait venir avec son propre orchestre. Et c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je voyais dans le milieu musical, je ne voyais pas de femmes à la tête des orchestres, je voyais peu de jeunes gens, peu de jeunes personnes et peu de femmes. Et donc c'est là que j'ai vraiment compris que c'était à ce moment-là qu'il fallait que je passe à la concrétisation de cet orchestre. Et la deuxième chose aussi qui m'avait vraiment interrogée dans le milieu de la musique, c'est que au début, quand j'ai fait de la musique à Pantin, je ne me posais pas de questions, parce que j'étais dans cette ville de la Seine-Saint-Denis, dans mon quartier, dans mon univers, et donc je me sentais bien dans cette ville, dans mon quartier, dans cet univers-là. Et dès que j'ai commencé à aller dans Paris, dans un lycée parisien pour les horaires aménagés,
à aller un petit peu plus découvrir d'autres lieux de la musique, j'ai commencé à avoir un regard différent sur qui j'étais parce que je venais de la Seine-Saint-Denis, sur qui j'étais parce que j'étais une femme, ou parfois parce qu'aussi je m'appelais Zaya. Et donc j'ai vite compris qu'il y avait aussi beaucoup d'idées reçues et que ce ne serait pas simple. Et donc il fallait aussi faire changer des choses. Et quand j'ai enseigné à Paris et en Seine-Saint-Denis, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des jeunes qui étaient tous passionnés par la musique. Mais ceux de la Seine-Saint-Denis, qui malheureusement ne sortaient pas de leur quartier, pas de leur ville, et ne s'autorisaient pas trop d'ailleurs à le faire. Et ceux de Paris qui étaient plutôt dans un contexte beaucoup plus aisé, qui ne sortaient pas du tout de leur quartier ni de leur arrondissement et qui n'avaient pas forcément envie d'aller plus loin parce qu'ils étaient aussi dans leur confort de vie. Et je me suis dit, et si l'orchestre n'était pas aussi un lieu de rencontre? Et j'ai créé l'Orchestre Divertimento en associant les jeunes talents que j'avais en Seine-Saint-Denis, des jeunes talents que j'avais à Paris et des amis musiciens qui avaient envie de créer cette aventure à mes côtés avec ma sœur jumelle Fetouma. Et c'est comme ça qu'il y a un petit peu plus de 20 ans est né l'Orchestre Symphonique Divertimento. Alors avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'Orchestre Divertimento quelques années plus tard, lors d'un de nos concerts à la Cité de la Musique de Paris. Et je vous en dirai un peu plus par la suite. Merci. Merci. Alors, je vous rassure, l'Orchestre Divertimento, ça n'a pas été tout de suite cet orchestre-là. Ça, c'était après une évolution, presque après 15-20 ans de création. Mais en tout cas, au début, ça a été cette notion de la rencontre dont je vous parlerai, qui a jalonné c'est la notion de rencontre qui est toujours présente dans tous les projets que nous portons. Et donc, dans cette réflexion, quand j'ai créé l'orchestre, j'avais des jeunes musiciens qui étaient en phase de devenir professionnels, d'autres musiciens professionnels à mes côtés. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure. Et en même temps, j'ai commencé à analyser un petit peu ce qui se passait en région parisienne en termes de musique classique. Et je voyais tous les orchestres jouer un petit peu dans les mêmes salles. Et je me suis dit, mais Zaya, si tu crées un orchestre et que tu fais les mêmes choses que font les autres orchestres, sachant qu'à Paris, on a déjà beaucoup d'orchestres nationaux qui sont présents, qu'on a tous les orchestres internationaux qui viennent se produire, comment est-ce que tu veux arriver à sortir un petit peu du lot, à faire en sorte que ton projet soit visible, si tu fais la même chose que les autres, sans moyens, sans argent, sans réseau? Et donc, j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais essaye d'oublier ce qui se fait et quel chef d'orchestre, quel orchestre j'avais envie de créer. Et c'est vrai que le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, je m'étais interrogée parce que quand j'étais plus jeune, à chaque fois qu'on allait voir des concerts, on allait voir des concerts à Paris. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi dans ma ville, pourquoi dans mon département, on n'a pas le droit de voir la même chose que ce qu'on voit à Paris? Et c'est comme ça qu'un des premiers choix importants que j'ai fait
concernant l'orchestre Divertimento, ça a été d'installer sa résidence à Stein. Et c'est à ce même moment-là que j'avais été nommée également directrice du conservatoire. Et j'avais développé tout un projet sur les classes d'orchestre et également sur le fait qu'on puisse développer une saison de concert. Et à l'époque, le maire de Stein m'avait dit, mais écoutez Zaya, votre projet d'établissement, il est très intéressant. Mais si vous faites en sorte que les enfants puissent, que l'enseignement principal dans leur cursus et l'orchestre, il faut qu'à un moment donné, ils puissent voir des orchestres aussi jouer. Et j'avais commencé à me renseigner, il y a le célèbre festival de Saint-Denis à côté de Stein, j'avais commencé à me renseigner pour voir si on ne pouvait pas emmener des élèves voir des concerts. Je me suis rendu compte que ce serait très compliqué et qu'en plus, même s'ils étaient sur ce département-là, qu'ils ne seraient pas forcément toujours accueillis comme il se doit. Donc je me suis dit, on va plutôt nous-mêmes créer ces opportunités et donc créer une saison de concert. Et donc c'est comme ça que l'orchestre Divertimento a été accueilli en résidence et dans cette ville, et ce qui nous a permis de beaucoup le développer. Alors après, c'est pas forcément simple de se dire, tiens, on va apporter des concerts avec les plus belles œuvres, avec les meilleurs artistes. En Seine-Saint-Denis, ce n'est pas forcément ça qui va faire venir du monde. Et donc, on a commencé à faire des concerts, mais je me suis rendu compte que pour faire venir du public, et surtout du public qui soit le même public que je voyais dans les rues de Stein, que je voyais au marché de Stein, que je voyais partout dans les écoles de Stein, il fallait que petit à petit, on crée ces rencontres-là. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, avec l'orchestre, on a été là où les gens étaient, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, les centres sociaux, les maisons de quartier, les lieux culturels, et qu'on a commencé à présenter les œuvres, à se présenter nous-mêmes, même à organiser des petits ateliers de pratique musicale. Et tout à l'heure, monsieur l'élu à la culture de l'agglomération disait qu'il y a le projet Demos qui est sur le territoire. Et justement, nous, on a été à l'initiative de la création du projet Demos à partir d'ateliers qu'on avait créés justement dans des centres sociaux et dans des centres de loisirs. Et petit à petit, avec toutes ces rencontres-là, on a pu créer du lien avec les publics et on a commencé à avoir beaucoup de monde à nos concerts, mais surtout avec une grande diversité sociale, culturelle et aussi générationnelle. Et c'est ça qu'on avait envie, c'est ça que moi j'avais envie, c'était que on ait des familles, qu'on ait des gens aussi très différents qui viennent aux concerts et pas uniquement peut-être des publics un peu plus âgés comme ce qu'on voyait dans les grandes salles de concert parisiennes. Et donc c'est là que je me suis dit, tiens, ça a du sens ce qu'on fait avec l'orchestre parce qu'on est présent en Seine-Saint-Denis et on va à la rencontre des habitants pour que justement faire en sorte que ces concerts de musique classique puissent se tenir. Mais moi, j'avais envie d'aller plus loin et d'aller vraiment au fond de l'engagement que je voulais porter. Et au début, les premières années de l'orchestre Divertimento, il y avait encore cette notion où il y avait des étudiants et des musiciens professionnels. Et j'ai fait en sorte de scinder ça et d'avoir un ensemble professionnel pour dire, oui, si on revendique l'excellence dans ces territoires-là, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux, il faut que ça soit par des musiciens professionnels. Et on a créé parallèlement une académie pour justement continuer à être dans cet engagement pédagogique, dans ce lien avec les jeunes musiciens, les jeunes qui pratiquent la musique. Et donc c'est là qu'on a créé l'Académie Divertimento, qui existe toujours et qui est un petit peu notre centre de formation où on invite des jeunes dans les villes où nous travaillons pour venir se challenger à nos côtés et progresser à nos côtés. Alors ça a été une étape. Et puis donc je me suis dit, tiens, on va aller sur des territoires. Donc on a commencé à Stein, en Seine-Saint-Denis. Après, ça s'est élargi en région Île-de-France. Et petit à petit, on a eu d'autres territoires en France qui nous ont dit, mais votre expérience que vous avez fait en Seine-Saint-Denis, d'apporter la musique classique dans différents territoires, d'amener des publics très différents, nous, on a envie aussi que vous le fassiez avec nous. Est-ce que vous pourriez nous aider à réfléchir? Et on a commencé à aller travailler du côté de Marseille, Aix-en-Provence, puis après dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, l'Orchestre Divertimento est présent dans plusieurs régions de France où justement, on fait des concerts, mais pas uniquement, et on crée tous ces temps de rencontre autour pour que petit à petit, de nouveaux publics viennent au concert. Donc ça a été quelque chose d'assez important et d'assez innovant dans la conception d'un orchestre, puisqu'habituellement, c'est vrai qu'on voyait plutôt les orchestres dans les grandes salles de concert, mais pas trop en milieu urbain, pas trop aussi en milieu rural, et pas dans cette façon aussi de créer le contact avec les publics. Et puis après, d'un point de vue artistique, je me suis dit, mais comment on peut faire en sorte d'être un petit peu plus dans la modernité? Parce que c'est vrai que les œuvres que nous jouons avec les orchestres, souvent, c'est des œuvres qui ont été composées dans des anciennes époques. Et je me suis dit, c'est mon rôle en tant que chef d'orchestre de continuer à transmettre ce patrimoine musical. Mais comment est-ce que je peux essayer de faire en sorte qu'il résonne avec des sujets
qui nous concerne aujourd'hui. Alors l'extrait musical que vous avez entendu tout à l'heure, c'est un extrait qui s'appelle La danse bacchanale de Camille Saint-Saëns. Et un des premiers concerts, le premier concert d'ailleurs qu'on a fait à la Cité de la musique de Paris en 2010, ça a été un tournant très important pour l'orchestre parce que, à plusieurs titres. Le premier, c'est vrai que je vous avais dit que j'avais fait ce choix de l'installer en Seine-Saint-Denis, ce qui était chouette. Mais comme vous savez que souvent les journalistes ne se déplacent pas dans ces territoires-là, à part pour couvrir des choses pas toujours très rigolotes, et les programmateurs non plus. Donc tout le monde pensait que c'était un orchestre d'amateurs, un orchestre d'élèves. Quand je disais non, c'est un vrai orchestre professionnel, on ne me croyait pas parce qu'on n'associait pas l'excellence à la banlieue, à un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis. Et le jour où on a été joué à la Cité de la musique, j'ai réussi à convaincre le président de l'époque de la Cité de la musique, qui est devenu le président de la Philharmonie, qui m'avait demandé de créer le projet Demos à ses côtés. Je lui avais dit, mais écoutez, si vous nous avez demandé de le créer, nous, on a une compétence pédagogique, mais on est avant tout un orchestre professionnel, on a une compétence artistique. Je veux que cette compétence artistique soit valorisée. Et donc, on a joué à la Cité de la musique, et ça a été vraiment un tournant important qui a permis de montrer au milieu musical, au monde musical, qu'on était un orchestre professionnel, mais qui décidait d'avoir une vie différente et d'aller. Et ce n'est pas parce qu'on jouait à Stein qu'on était moins bon, qu'en fait on jouait les mêmes œuvres, qu'on était habillé de la même façon, qu'on avait le même engagement. Simplement, au lieu de jouer à la salle Pleyel, on jouait à Stein. Et ça a été quelque chose d'important et qui a mis du temps à faire en sorte que les gens du milieu musical comprennent qu'on pouvait aussi jouer de la musique classique ailleurs que dans les grandes salles parisiennes, et notamment avec les orchestres. Et ce concert-là, je l'avais appelé « Musique française au pluriel », parce qu'on était dans une période, alors je ne veux pas rentrer dans des débats politiques, même si on est en pleine élection présidentielle. Moi, j'aime la musique parce qu'elle permet justement de fédérer des gens très différents. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été assez heurtée par des débats que j'entendais, notamment autour de la thématique de l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est d'être français? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend encore beaucoup ces discours-là dans le cadre de l'élection présidentielle. Et ça m'intéressait de montrer au public des œuvres qui étaient très connues, mais de les montrer sous un angle différent. Et de dire, notre culture, notre patrimoine musical français, il s'est aussi construit en ayant des rencontres avec d'autres cultures, d'autres pays. Alors, c'était des œuvres inspirées de l'Espagne, de l'Italie, de l'Asie, mais aussi de l'Algérie. Et par exemple, l'œuvre que vous avez entendue, La danse bacchanale de Saint-Saëns, c'est une œuvre où Camille Saint-Saëns a beaucoup voyagé en Algérie et il s'est inspiré des musiques algériennes qu'il a intégrées dedans. Et moi, ça m'intéressait justement de montrer que notre patrimoine, il s'est aussi construit de ces riches rencontres. Et donc, aujourd'hui, avec l'orchestre Divertimento, quand je programme des œuvres, des concerts, j'aime bien qu'il y ait un sujet, parfois un message qui montre que la musique classique, ce n'est pas une bulle qui est en dehors du temps, mais qu'il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec des sujets d'aujourd'hui. Et donc, voilà, c'était important pour moi de vous montrer ça. Et donc, du coup, le fait d'être sur des territoires très différents, en Seine-Saint-Denis, mais ailleurs aussi, je me suis aussi rendu compte que parfois les jeunes, les enfants n'avaient peu l'occasion de voyager. Et donc, je me suis dit, tiens, si la musique permettait aussi de faire découvrir le monde par la musique, justement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir en me disant, justement, cette œuvre que vous avez entendue, La danse bacchanale, c'est une belle œuvre de musique française, inspirée de l'Algérie. Pourquoi je n'irais pas présenter cette musique d'Afrique du Nord, d'Algérie, que Saint-Saëns a entendue et qui l'a inspiré pour composer une des plus grandes œuvres aujourd'hui musicales françaises. Et donc, j'ai commencé à travailler, justement, sur l'écriture de musique. Habituellement, on ne joue pas avec orchestre symphonique, mais ça a permis justement d'apporter cette nouveauté dans les concerts de musique classique, de jouer des œuvres du grand répertoire, mais aussi de jouer d'autres styles de musique. Et je vous propose d'en écouter un exemple, qui est une musique classique arabo-andalouse d'Algérie.
Alors cette réflexion sur les cultures du monde, d'une façon générale, on l'a beaucoup faite autour des musiques de la Méditerranée. C'est vrai que c'est devenu quelque part une des singularités du projet de l'Orchestre Divertimento, justement en mettant en avant tous les répertoires des grands compositeurs comme Manuel de Falla, Georges Bizet, Debussy bien évidemment, Respighi et plein d'autres compositeurs de la Méditerranée, mais aussi des musiques, des danses turques, grecques, d'Afrique du Nord, des Balkans aussi, qui ont souvent inspiré des musiques populaires, qui ont inspiré les grands compositeurs. Et on a souvent vu, notamment au XIXe siècle, au XXe siècle, des grands compositeurs voyager et s'inspirer de leur voyage dans la musique. Et ça, j'aime bien justement faire ces liens-là. Alors on l'a fait beaucoup autour des musiques de la Méditerranée, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de le faire, de montrer d'autres régions du monde. Alors tout à l'heure, je vous expliquais que j'aimais bien mettre en résonance nos programmes avec des sujets d'actualité. Par exemple, dans 2 ans, aujourd'hui se terminent les Jeux paralympiques de Pékin. Dans 2 ans, on va accueillir les Jeux olympiques ici à Paris. Et donc, c'est vrai que sur ce thème des Jeux olympiques, nous, avec l'orchestre, on est impliqués depuis longtemps. Alors, évidemment, sur peut-être des parallèles qui paraissent assez évidents, entre le lien entre les valeurs du sport et de la musique, et il y en a énormément. Voilà, cette notion du dépassement de soi, de l'engagement, de la discipline, du travail, du collectif. La musique a une place aussi importante dans l'univers du sport. Mais les Jeux Olympiques, c'est aussi un moment où pendant 15 jours, on accueille toute la planète. Et je me suis dit, voilà, on a mis en lumière ce qu'on faisait depuis plusieurs années dans le cadre de ce thème autour des Jeux Olympiques et de continuer à valoriser les musiques des 5 continents. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a souvent beaucoup joué les œuvres du répertoire européen, puisque c'est là qu'est née la musique classique, la musique symphonique. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, on a des orchestres symphoniques, on a aussi des compositeurs contemporains, des créateurs. Et je trouvais ça intéressant que, en plus d'adapter les musiques populaires de ces continents, on puisse aussi valoriser la création contemporaine, mais pas uniquement européenne, mais des autres pays. Alors ce que je vous propose, ce travail-là, on l'a fait beaucoup avec aussi les musiques d'Amérique, toute la rencontre entre la musique de jazz et le répertoire symphonique. On a fait un gros travail autour des musiques de jazz et des musiques d'Amérique. Et là, je vous propose d'écouter un autre extrait musical qui est un concerto pour didgeridoo et orchestre et qui, au contraire, nous met plutôt là, cette fois-ci, dans le coin de l'Océanie, et de voir comment un compositeur contemporain qui s'appelle Sean O'Boyle a associé cet instrument très authentique et typique des musiques aborigènes d'Australie avec l'orchestre symphonique. Alors, comme vous avez pu le voir également dans l'extrait précédent, parfois, justement, on associe d'autres instruments qu'on ne trouve pas habituellement dans les orchestres, ce qui nous permet de continuer à garder les caractéristiques musicales des musiques de ces continents. Donc là, un autre extrait pour vous montrer aussi la diversité des œuvres que nous aimons aborder avec l'Orchestre Divertimento, à savoir Wind, donc ça veut dire le vent, et c'est un concerto qui est en 4 mouvements, et chaque mouvement est dédié à un des 4 éléments, donc l'air, le feu, la terre et l'eau, et donc là c'est pour l'air, et donc vous allez voir comment il associe le son du didgeridoo avec les timbres des instruments de l'orchestre symphonique.
j'aimerais vous faire écouter encore plein d'autres extraits, plein d'autres exemples. Voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions, que vous viendrez écouter des concerts de l'orchestre Divertimento pour voir un petit peu comment justement on aime bien associer ce répertoire de l'orchestre avec justement d'autres cultures du monde, d'autres styles de musique dans nos concerts. Alors tout à l'heure, je vous disais que voilà, ça c'était une des particularités de l'orchestre. Aujourd'hui, c'est vrai que la façon dont j'ai créé cet orchestre Divertimento, et petit à petit, ces années d'expérience, de réflexion, de projet, m'ont amené à mieux construire cet orchestre et à comprendre comment, justement, on pouvait être les plus complets, les plus efficaces, voir comment on avait envie, justement, d'animer l'activité de l'orchestre. Et c'est vrai que nous, on aime être sur scène, jouer de la musique. Donc, les concerts, pour nous, sont des moments très importants dans l'activité. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait aussi tous ces temps de rencontres autour qui permettaient d'amener le public. Et pendant longtemps, c'est vrai que j'étais contente de voir des jeunes venir voir nos concerts, écouter de la musique, voir des grands orchestres symphoniques. Et à chaque fois que même on faisait des concerts éducatifs, j'ai été très attachée à ce qu'on le fasse toujours avec le grand orchestre symphonique, parce que je me dis qu'il fallait qu'ils puissent voir des concerts qu'ils ne verraient pas forcément ailleurs. Et puis que c'est vrai que l'énergie que dégage un orchestre symphonique, c'est quelque chose d'assez magique, de fantastique, de toutes ces belles émotions que l'on ressent, et que c'est important. Et en même temps, je me disais, tous ces jeunes qui viennent à la musique, il faudrait peut-être qu'ils ne soient pas là que dans une position de découvrir, mais qu'ils puissent eux-mêmes pratiquer derrière la musique. Donc il y a certains jeunes qu'on a été amenés à initier une pratique musicale dans le cadre des ateliers que nous portions avec notre académie. Et puis parfois aussi dans des villes où on était déjà en résidence, on a commencé à développer les projets autour de notre académie. Et comme ça, c'est dessiné un petit peu une façon de vivre notre orchestre, l'orchestre Divertimento, au travers de nos résidences, où il y a les concerts, et puis il y a les actions de rencontre, et il y a les projets de notre académie. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à voir beaucoup de résultats et voir aussi la dynamique autour de la musique classique se développer dans les villes et les territoires où on allait se présenter, travailler. Et évidemment, tout ça en étant en étroite collaboration avec les forces déjà existantes, les conservatoires, les lieux culturels, les villes, bien évidemment. Et c'est vrai que notre force aussi avec l'orchestre, ça a été d'essayer d'associer des gens qui parfois ne se rencontraient pas. Et donc, c'est vrai que quand on arrive dans un territoire où on joue, on propose à des acteurs du monde économique, aux élus locaux, à l'éducation nationale, aux personnes du milieu culturel, de se mettre autour de la table et de dire, voilà, on a tous une responsabilité. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire comme dans un orchestre pour travailler ensemble et faire en sorte qu'on puisse mettre en place des projets ambitieux qui ne se seraient pas forcément peut-être créés si on n'avait pas suscité la rencontre. Et donc ça aussi, ça fait partie des forces de l'orchestre. Et donc c'est une expérience, une expertise qu'on a réussi à développer petit à petit. Et donc par rapport à cette académie dont je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui l'orchestre, on est très engagé dans la transmission pédagogique et aussi pour révéler des jeunes talents dans des territoires, en milieu urbain, en milieu rural, qui parfois rencontrent les mêmes difficultés que dans d'autres domaines, où souvent on sait que c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent, mais qui ont du mal à parfois aller plus loin parce qu'ils n'ont pas leur première expérience professionnelle, le réseau pour commencer à introduire leur parcours dans le milieu professionnel. Et donc notre académie, elle forme aussi les futurs talents de demain. Et donc on les invite à nous rejoindre sur scène pour une, 2 œuvres, 3 œuvres qui vont préparer pendant 1 an. C'est comme si vous proposiez à des jeunes d'un club de foot de faire quelques minutes d'un match de Ligue 1 ou de Ligue des Champions. Et moi, je leur dis, je ne veux pas savoir qui est jeune, qui est petit, moyen, grand, qui est amateur, qui est professionnel. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde s'engage de la même façon sur le plateau. La seule différence, c'est que les jeunes ont plus de temps pour préparer leurs œuvres, mais j'attends le même engagement qu'un musicien professionnel, et j'ai la même exigence à leur rencontre. Et je sais que ce sont des projets qui sont très formateurs pour eux et pour leur parcours. Et du coup, je vous propose d'écouter un extrait d'un concert que nous avons donné il y a quelques mois à la Cité de la musique de Paris, autour du thème des danses symphoniques. Donc,
beaucoup d'œuvres inspirées de la danse ou issues du répertoire du ballet. Et justement, sur la clôture de ce concert, on a invité des jeunes de notre académie de Stein à nous rejoindre. Et donc, ils ont travaillé les mêmes œuvres que les professionnels, parfois avec des partitions adaptées en fonction de leurs âges. Et donc, voilà, pour les amener aussi à être dans un autre niveau d'exigence. Voilà, en quelques minutes, pouvoir vous présenter un petit peu voilà, mon parcours et puis surtout voilà, comment j'avais envie, quel chef d'orchestre j'avais envie d'être, comment voilà, petit à petit cette réflexion sur ce que je suis aujourd'hui en tant que chef d'orchestre, quel orchestre j'ai créé avec l'orchestre Divertimento. Alors évidemment, tout ne s'est pas construit en un jour. Souvent, on m'a dit oui, Zaya, est-ce que le fait d'avoir été une femme, d'avoir été jeune, de vous appeler Zaya, ça a été pour vous des freins? Alors, je ne vous cache pas que ça n'a pas été toujours facile, encore aujourd'hui, et qu'il faut se battre pour, encore aujourd'hui, moi-même, en tant que chef d'orchestre, enfin, d'une façon générale, les femmes, d'avoir une plus grande place. Et Madame le maire le disait tout à l'heure très justement qu'il y a encore beaucoup de domaines où il n'y a pas encore une égalité voilà, totale. Donc, il faut encore se battre dans plusieurs sujets. Donc, on voit peu de femmes à la tête des orchestres nationaux en France, pas encore autant de femmes compositrices programmées, même dans les solistes, dans l'orchestre et dans plein d'univers de la culture. Donc, c'est vrai que la place des femmes, c'est un sujet important et que nous aussi, nous traitons de façon très sérieuse avec l'orchestre, où justement, on est très attaché à la parité dans nos équipes techniques, dans nos équipes administratives, au sein de l'orchestre, dans les solistes que nous invitons, en essayant de donner aussi beaucoup plus de place aux œuvres composées par des femmes. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et le fait d'avoir été une femme, d'avoir aussi eu mon parcours, ça m'a aussi aidé à réfléchir différemment et justement d'apporter un regard différent, d'apporter aussi des nouvelles idées qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a la place que nous avons, même si on est un petit poussé dans le milieu de la musique, on est quand même programmé dans les grandes salles. On a aussi une place dans certains événements importants. Et donc hier encore, on jouait au château de Versailles, on a été invité pour jouer pour la clôture du sommet des chefs d'État européens. Et donc c'est vrai que pour nous c'est une fierté, de par notre engagement, de par notre identité, la diversité aussi des hommes et des femmes qui constituent cet orchestre, de porter aussi un message différent dans le milieu de la musique. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai très heureuse d'y répondre et surtout de vous accueillir à un concert, je l'espère prochainement. Merci. Je crois qu'on peut applaudir encore très fort Zaya. Merci beaucoup Zaya. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour les questions parce qu'il y a la projection du film. Donc on peut faire une petite question peut-être. Voilà. Sachant que tout à l'heure, c'est vrai que les jeunes ont déjà posé leurs questions, donc j'ai envie de vous dire c'est le principal. Hein.
Mais bon, après, je suis quand même ouverte aux questions des grands, ne vous inquiétez pas. Tiens, il y a un monsieur. Ah, il y a une question là-bas. Merci beaucoup. À quoi sert la baguette? Pourquoi pas juste les mains? On peut aussi, hein, d'ailleurs, juste les mains. Après, alors pour ma part, c'est vrai que je dirige parfois avec la baguette, parfois sans la baguette. Ça dépend de l'œuvre, ça dépend aussi de l'effectif. Alors, il faut savoir que quand il y a un grand orchestre, il faut se dire que les derniers musiciens, qui sont les percussionnistes, les cuivres, ils sont parfois à plusieurs mètres du chef d'orchestre, donc de moi-même. Donc, c'est vrai que la baguette, elle permet d'avoir aussi des gestes un petit peu plus précis, qui sont plus visibles de loin. Donc voilà, c'est un prolongement du bras qui permet d'avoir aussi parfois en effet un impact un peu plus grand. Parfois, quand les musiques sont plus douces ou avec un effectif d'orchestre plus restreint, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait un accessoire supplémentaire entre voilà, le travail du son et puis les musiciens. Voilà, donc ça dépend vraiment. Vous avez des chefs d'orchestre qui dirigent tout le temps avec baguette, d'autres qui dirigent tout le temps sans baguette, certains qui dirigent avec des baguettes qui sont très grandes. Moi, j'aime bien plutôt des baguettes plus petites parce que quand elles sont trop grandes, je trouve que ça enlève un petit peu aussi de souplesse. Mais vraiment, de plus en plus, moi, j'aime bien m'adapter. Et puis voilà, il faut savoir que pendant longtemps, en fait, le métier de chef d'orchestre n'existait pas. C'est un métier qui arrivait tardivement dans l'histoire de la musique. Le métier de musicien existe depuis des siècles et des siècles. Et à un moment donné, quand les compositeurs ont commencé à écrire pour des œuvres de plus en plus grandes, et à un moment donné, celui qui assurait le rôle de violon solo passait de plus en plus de temps devant l'orchestre à donner des départs avec son violon. Et quand on arrivait à des effectifs Beethoven, Mendelssohn et plus, on s'est rendu compte que c'était indispensable d'avoir tout le temps quelqu'un devant l'orchestre. Et c'est vrai que cette baguette-là, en fait, c'est un héritage de l'archet du violoniste qui donnait des départs. Et c'est vrai qu'un archet, c'est pas très maniable, c'est pas très souple. Et donc, petit à petit, ça s'est réduit. Et donc, la baguette du chef d'orchestre est un héritage de l'archet du violoniste. Et donc, voilà. Donc, maintenant, moi, j'utilise des baguettes souvent plus petites. Mais de plus en plus, ça m'arrive de diriger sans, justement, aussi. Voilà. Oui. C'est la dernière, hein, par contre. Mais... Merci. Comment vous faites pour faire en sorte que votre orchestre soit toujours, toujours aussi organisé? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors oui, ça, c'est important d'avoir en fait, c'est exigeant, la musique. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas rigolo de le dire comme ça, mais c'est comme pour le sport ou autre. Quand on monte sur scène, on a le droit qu'à une seule fois. Il faut être vraiment les meilleurs. Et pour aussi aujourd'hui avoir gagné notre place dans les plus grandes salles de concert, quand on joue à la Philharmonie de Paris, il faut se dire que 2 jours avant, il y a l'orchestre de Los Angeles qui est venu. 2 jours après, il y a peut-être l'orchestre de Paris ou de Berlin qui joue. Et donc, même si nous, on a un petit pousset, c'est pas juste parce qu'on a des bonnes idées qu'on est programmé. Donc, il faut aussi être les meilleurs. Donc, c'est vrai que c'est petit à petit une exigence qui s'est installée. Et les musiciens qui travaillent avec moi savent que quand ils viennent, il faut qu'ils soient bons, qu'ils aient travaillé avant et que moi, j'attends d'eux le meilleur. Après, si on doit progresser, on progressera tous ensemble. Et c'est vrai que l'orchestre, depuis il y a 20 ans, il ne jouait pas aussi bien qu'il joue aujourd'hui. Et moi, j'aspire encore à ce qu'on progresse. C'est comme dans tous les domaines. Et la musique, c'est un univers qui rend aussi humble parce qu'on sait qu'on a fait beaucoup de chemin, mais qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, c'est beaucoup de travail personnel, d'engagement. Et puis, moi, ce que je veux, c'est que les musiciens donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'on travaille tous ensemble. Et c'est vrai que c'est aussi une exigence que j'essaie de porter aussi avec mes équipes techniques, administratives, pour que tout soit toujours bien organisé. Et tu as tout à fait raison. Et ça demande beaucoup d'anticiper en amont, de réfléchir à comment on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut faire. Les projets quand on fait un concert, les projets que nous donnons, souvent on les prépare 1 an, 2 ans, voire 3 ans à l'avance. Donc ça demande beaucoup d'organisation. Aujourd'hui, on travaille à la fois pour des choses qui vont se passer la semaine prochaine, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans et dans 3 ans. Donc ça demande d'être très organisé. Et donc c'est comme ça qu'on y arrive. Donc tu as raison, c'est ce côté-là qu'on ne voit pas forcément, mais qui est très important dans la réussite de l'orchestre. Merci. Donc encore merci beaucoup Zaya. Merci. Donc nous vous invitons à vous restaurer avec les food trucks qu'il y a dehors. Vous pouvez repasser par l'accueil pour prendre votre ticket pour la projection juste après.